Bonjour, bienvenue pour cette vidéo où je vous parle du local d'une école hors contrat. Et donc, je m'appuie sur notre expérience de l'école Coccinelle. Alors, à Coccinelle, nous avons eu 3 locaux en 2 ans. Bon, ça facilite pas du tout les choses, hein. Au début, on était dans une zone industrielle. On a ouvert parce qu'il y avait une école Montessori qui avait des locaux trop grands. Voilà, donc c'était une annexe, voilà, on va dire, de cette école. Ensuite, on a passé 4 mois dans un sanctuaire. Donc, voilà, chez des moines, des pères, je ne sais pas comment on dit, des frères qui ont un grand sanctuaire et qui louaient des salles à qui veut, hein, pas que dans le cadre religieux. Le parc était magnifique, donc ça, c'était génial, mais bon, c'était que 4 mois. Et après, on a passé 6 mois chez un particulier, dans un quartier résidentiel. Aucun des 3 lieux qu'on a connus là ne pouvait permettre l'installation d'une école qui devienne solide et pérenne, très clairement. Donc, voilà. Clairement, on n'a pas eu le local qui permettait que l'école s'installe vraiment. Il y a eu différentes difficultés dans les 3 lieux, je vais vous en parler. Donc, la première chose à faire pour trouver un local, il faut déjà estimer la surface nécessaire. Quelque chose de trop petit, c'est vraiment quelque chose qui va gâcher le lancement. Donc, même si on commence avec une classe unique de 10 enfants, il faut au moins prévoir 80 mètres carrés d'intérieur. Parce qu'il va falloir pouvoir stocker, ranger et permettre toutes les activités, tous les ateliers. Et on va avoir besoin de tout cet espace-là, vraiment. En dessous de 80 mètres carrés, franchement, c'est se mettre dans des conditions un petit peu difficiles. Et je ne parle que de 10. Là. Ça ne veut pas dire que pour 20, il faut 160 mètres carrés. Voilà, ça va dépendre aussi de la qualité du local. En tout cas, je vous conseille vraiment de ne pas partir sur trop petit parce que ça ajoute plein de contraintes qui vont gâcher l'ambiance et c'est déjà quelque chose de vraiment subtil à mettre en place, en fait, hein, une ambiance qui permette de lancer une école hors contrat dans de bonnes conditions. Que si on commence en plus avec un local qui ne va pas, on se rend la tâche beaucoup plus difficile. Alors, ce local aussi, il est quand même idéal qu'il s'installe dans un village ou dans un quartier. Hein. Nous, on était en zone industrielle, par exemple, la première fois. À côté, il y avait le garage Citroën qui pensait que c'était une espèce de garderie, qu'on faisait, peu importe. Mais on était un peu comme une plante dans un pot de fleurs qu'on a baladé, quoi. Mais jamais on a trouvé notre jardin pour pouvoir s'épanouir. Et j'aime bien cette image parce qu'en fait, c'est ça. L'école, quand elle est implantée dans une vie de village ou dans une vie de quartier, il y a beaucoup plus de chances qu'elle prenne vie. Parce qu'on va pouvoir créer du lien avec des gens qui sont là autour, hein, que ce soit des retraités, des voisins, que ce soit avec d'autres associations, d'autres structures, des structures de lieux d'accueil des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap ou d'enfants en bas âge. Alors, on peut imaginer plein de liens à faire une fois qu'on est vraiment installé quelque part. Et si possible aussi créer un lien positif avec la mairie. Parce que choisir une mairie pas d'accord, une mairie qui n'est pas accueillante, c'est là aussi complexifier cette tâche déjà bien, bien grandiose. Alors, une mairie ne peut pas empêcher l'école de s'ouvrir, mais une mairie peut être assez maligne pour trouver comment ne pas accepter un permis de construire, un permis d'aménager le local ERP. Notamment avec l'aide du PLU, du plan local d'urbanisme, qu'il n'y a pas dans toutes les mairies. Il faut déjà se renseigner. Est-ce que la commune a un plan d'urbanisme ou non? Par exemple, nous, après, pour la 3e année, on avait trouvé un super lieu, mais qui se trouvait en zone agricole. Et le maire, qui voulait très clairement pas d'école sur son territoire, a dit, non, zone agricole, moi, je ne laisserai pas ouvrir un ERP pour une école en zone agricole. Sachant qu'il y a évidemment des écoles en zone agricole, hein, si vous êtes déjà allé aux Amanins dans la Drôme, on est bien d'accord que ce n'est pas en zone résidentielle. Donc, zone agricole, zone naturelle, ça peut être des choses qui permettent aux mairies de dire non. Et évidemment, si elle est accueillante et qu'elle a envie, la mairie, de cette école, elle pourra dire oui sur les mêmes conditions. Voilà, donc c'est assez subtil aussi. Dans tous les cas, je conseille de s'installer sur une mairie qui est accueillante. Alors, soit parce qu'il n'y a plus d'école. Voilà.
ça arrive. Soit parce que l'école est vraiment pas en danger. L'école, elle marche bien, il n'y a pas la tension. Soit parce qu'il y a une équipe qui sent que ça peut être un réel plus aussi pour sa commune de pouvoir faire cette offre qui existe qu'à peu d'endroits pour l'instant. Voilà, donc c'est important de savoir où on va s'implanter. Ensuite, c'est important aussi de rester indépendant, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Alors ça, c'est idéal, hein. Je sais que ça, des fois, on commence même si on n'a pas cette condition-là. Alors par exemple, nous, quand on était dans l'annexe de l'école Montessori, on avait évidemment des comptes à rendre à cette école, et puis toutes nos fragilités étaient à leur vue, quoi. Et ça venait encore plus complexifier le lancement. Aussi, quand on était au sanctuaire, la salle, elle était louée des fois le week-end. Donc, 3 fois, il a fallu qu'on déménage nos 50 mètres carrés de classe pour laisser la salle libre pour le week-end. Donc, ça costaud. On avait eu d'autres propositions aussi comme ça, où on imaginait tout sur roulette pour pouvoir pousser les choses. Voilà, ça prend quand même beaucoup d'énergie, hein. C'est quand même idéal d'être sur un lieu où on peut rester. Donc, il ne faudra pas déménager pour qu'il y ait d'autres choses qui s'y passent. Et alors, la colocation, alors ça, je les conseille vivement, hein. Alors, nous, ça a été vraiment une grosse cata, autant le dire. On avait le rez-de-chaussée de la maison, elle était censée ne pas être là, la propriétaire, elle est revenue avant la fin, 1 mois et demi peut-être avant la fin. Elle était censée avoir le premier, qu'on partage la cuisine, enfin, une galère complète. Ça venait vraiment poser des questions au niveau du ménage, hein, parce que alors un ménage bien fait, c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. J'ai déjà vu l'école dans un état où un parent rentrait et disait « Waouh, c'est tellement propre que je me croirais dans un musée ». Et l'autre dire « Ah, mon Dieu que c'est crado », parce que l'autre personne, elle voyait qu'il y avait un petit peu de saleté au niveau de l'interrupteur ou au niveau de la poignée ou sous une chaise. Voilà. Donc attention, le ménage, c'est vraiment pas le même pour tout le monde. Donc quand on se met d'accord sur le ménage, on écrit clairement un cahier des charges de qu'est-ce qu'il y a à faire et de la couleur de l'éponge et de quelle… Enfin, ouais, il faut tout écrire en fait. Nous, ça a été un gros problème, le ménage, en fait, à la fin, là, notamment en colocation. Et puis, le risque en colocation, c'est qu'en fait, on doit rendre des comptes, on ne peut pas laisser ce qu'on veut dans la cour. Ouais, ça peut quand même être vraiment ennuyeux. Alors ensuite, le local. Enfin, c'est pas ensuite, c'est au début. Quand on le trouve, l'idéal, c'est de le trouver 6 mois avant d'ouvrir. Parce que alors, si on fait le choix d'une yourte, attention, il ne faut pas se passer du permis de construire. Donc là, quand on a une mairie qui n'est pas accueillante, ça peut vite s'avérer compliqué. Il y a les voisins aussi qui peuvent mettre des bâtons dans les roues pour contrer l'ouverture d'une école en yourte. Mais donc la yourte, c'est le permis de construire et la demande de ERP, hein. Je sais qu'il y en a qui vendent des yourtes et qui disent c'est bon, je la labellise ERP, la yourte, vous pouvez ouvrir directement. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc quel que soit le local qu'on trouve, il faudra un permis d'aménager, un changement de destination, hein. Si c'était de l'habitat, ça va passer en école, en centre du public. Enfin, c'est quand même assez complexe, hein, tout un tas de CERFA et de paperasse à gérer. Le local, voilà, l'obtention ERP à avoir, donc c'est quand même un dossier technique, hein, quand on n'y connaît rien, waouh. Et puis qui va demander des utilités. Donc sur le côté ERP, hein, tant qu'on est à 19 enfants maximum, eh bien tout est beaucoup plus simple, hein. Quand on est aussi en rez-de-chaussée, tout est plus simple. Mais si on est à moins de 19, on peut avoir rez-de-chaussée et un étage sans avoir besoin de mettre un escalier aux normes incendie. Dès que vous avez besoin de mettre un escalier aux normes incendie, il faut savoir que ça va coûter très cher. Et ce qui peut aussi poser des problèmes, c'est les locaux à sommeil. Voilà, attention à ça. Bon, il y a le site sécurité, hein, qui donne plein d'informations là-dessus, mais ça sera compliqué de le faire sans quelqu'un qui s'y connaît. Et puis, il faut que le dossier soit bien complet quand on le dépose, sinon ça rajoute du délai. Alors, bonne nouvelle, quand on a une mairie qui est accueillante, c'était notre cas à créer, eh bien, ils ont fait en sorte d'accélérer le processus pour qu'on puisse avoir le RP. Et pour déposer le dossier, ça j'en parlerai plus dans la vidéo administrative, mais un petit mot, pour déposer le dossier, il faut déposer en même temps la preuve qu'on a bien demandé l'ouverture d'un ERP, ou alors si par chance on trouve un local qui est déjà ERP, alors il faut regarder, hein, parce qu'un type L peut comprendre le type R par exemple.
Il faut du R, mais regardez, parce que si vous avez un autre type, il est possible qu'il soit plus englobant et qu'il ait les conditions nécessaires pour le R. C'est pour ça que je dis que c'est assez technique. Donc, il faut un papier soit qui dit que c'est déjà ERP, soit qui dit que la demande de RP a été déposée. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir la réponse pour déposer le dossier de demande d'ouverture auprès de l'inspection. Ensuite, au niveau local, il est important de prévoir un espace pour le déjeuner, pour ne pas manger au même endroit que dans la classe. Ça, nous, on l'a fait et franchement, c'est pas cool du tout. Non. Donc, je déconseille vraiment de manger dans la classe ou alors très rarement, si possible. On peut manger dehors aussi, très souvent. Bon, évidemment, c'était dans la Drôme à 200 mètres d'altitude, donc ça facilite des choses. Mais pensez à ça, manger dehors, ça peut vraiment faire du bien. Et sinon, avoir un petit local, un endroit ou chez quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Trouver les conditions pour pouvoir avoir une salle de restaurant, quoi, une petite salle pour manger avec un frigo, un évier et de quoi réchauffer des plats. Voilà. Et si on mange dehors, c'est aussi important de prévoir qu'il y ait ce qu'il faut en table, en chaise et en parasol. Voilà, nous, ça avait posé problème, on n'avait pas de parasol tout bêtement. Et des enfants se sont retrouvés à manger assis sur le rebord de la fenêtre, ce qui posait problème aux parents. Voilà. Ça, j'en parlerai dans la vidéo sur les parents aussi, bien se mettre d'accord sur ce qui se passe pendant le déjeuner. Donc, un espace pour le déjeuner, aussi prévoir un espace bureau. Voilà, que les responsables du projet ils puissent avoir un espace privé pour pouvoir discuter avec les parents sans les enfants. Et oui, alors après, chacun fait son organigramme, mais disons que la personne qui est directrice ou la personne, rien qui va prendre les chèques ou la personne qui va s'occuper du lien aux parents, qui puisse avoir un espace le matin ou le soir où ils puissent recevoir des parents sans que les enfants soient là et pour pouvoir parler en privé. Voilà, donc prévoir cet espace de dialogue en privé. Et aussi, c'est intéressant de pouvoir parler avec un ou des enfants à la fois en privé. Si on n'a qu'une salle, une ambiance, on ne va pas pouvoir avoir ces discussions-là. Et ce qui est aussi intéressant quand on a une salle pour ça, c'est que tout ce qui est papier et matériel lié à la direction ne va pas encombrer la classe. Et une salle, elle est vite encombrée et ça crée vite de la disharmonie. Donc, ce n'est pas du tout recommandé. Donc, ne pas mettre vraiment, si possible, tout ce qui est matériel de direction dans la classe. Ensuite, il est intéressant d'avoir un espace d'entrée et de convivialité. Voilà, l'espace qui fasse sas, où les enfants vont entrer accompagnés de leurs parents. Donc, l'espace dans lequel les parents vont pouvoir entrer. Et après, il y a une autre porte où il n'y a que les enfants qui y vont. Et pour pouvoir aussi récupérer le soir. Et ça permet aussi aux parents d'avoir un petit espace pour papoter. Donc, dans cet espace, on peut prévoir par exemple une bouilloire et des tisanes. Hein, et les parents, ils savent qu'ils peuvent discuter pour savoir, dans l'idéal, hein, pour faire le lien dans tout ce qui est logistique, hein, l'entraide le matin, l'entraide le soir, les repas du midi. On peut y installer aussi à cet endroit-là une bibliothèque pour les parents, en mettant plein de livres à disposition. Et puis, très intéressant, qu'il y ait un pan de mur avec les présentations des productions des enfants. Ce que les enfants ont envie de montrer, ils seraient là dans cet espace-là. Ça peut paraître du luxe d'avoir cet espace, mais en fait, c'est vraiment précieux. Hein. Ça fasse à la fois SAS, l'endroit jusqu'où vont les parents, l'endroit où se rencontrent les parents, un endroit ressource pour les parents et un endroit pour présenter ce que les enfants veulent montrer aux parents et aussi aux autres adultes. Je dis parents, mais c'est les autres adultes. Alors, l'extérieur, on ne prend pas de local sans extérieur. Si on peut, hein, si on veut vraiment commencer, mais on ne choisit pas la facilité. Non, on choisit un espace avec un extérieur où les enfants vont pouvoir explorer, si possible, un milieu naturel, hein, avec au moins quelques arbres, un espace avec de l'herbe, pour faire du potager, des fleurs. Voilà, un espace naturel. Alors, Bernard Collot, il dit qu'il n'y a pas d'école hors contrat sans avoir une petite mare. Donc là où on en est de tout ce qui est responsabilité, c'est pas gagné, mais bon, on va voir. Et aussi, dans cet espace extérieur, il est important qu'on ait la possibilité de s'approprier l'espace. Hein. Que si les enfants commencent à construire une cabane, qu'elles puissent y rester, qu'on puisse continuer les projets dans la durée. Hein, donc, ça veut dire sans devoir ranger tous les soirs. Ça, c'est un problème de la colocation.
ou de quand on était au sanctuaire, ou même à côté de l'autre école Montessori. Et bien, il peut y avoir des moments où la construction d'une cabane, ça ressemble à un gros bric-à-brac, hein, un espace où on a accumulé un tas de bois, forcément très beau. Et aussi, ben, voilà, c'est important de ne pas avoir à ranger, de pouvoir continuer les projets qui se passent à l'extérieur, sans être vus et sans avoir des personnes qui vont nous envoyer des mauvaises pensées, de mauvaises énergies, parce que ce qu'on fait, ça ne leur plaît pas. Aussi, évidemment, un intérêt d'un espace extérieur, c'est de pouvoir avoir un potager. Et pas qu'un potager, un espace naturel où on va pouvoir observer des escargots, des insectes, des petites bêtes, voilà. Même si on peut aller dans la forêt aussi, bien sûr, mais c'est chouette de l'avoir juste là. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il soit attenant, cet espace extérieur, et visible de l'intérieur. Parce que ça permet d'avoir une première petite partie qui soit un peu comme une terrasse, en fait, qui soit le prolongement de la classe, où on va pouvoir installer quelques ateliers qui sont un peu bruyants, par exemple, ou un atelier de bricolage, un atelier de démontage d'objets, un atelier musique aussi qui peut être devant. Alors, ça veut dire qu'à la fois, les enfants, ils seront vus, on sait où ils sont, mais ils peuvent faire quelque chose dans une ambiance différente de l'intérieur. Voilà, donc une fois qu'on a tout ce local idéal, ou qu'on l'a fait construire parce qu'on a un super mécène, eh bien, il faut le rendre agréable, hein, cet espace. Ça veut dire beau, lumineux, chaleureux. C'est important de prendre le temps de l'aménagement en amont, hein, et surtout en concertation avec les professionnels qui vont travailler là. Et c'est important de revoir cet aménagement à chaque vacances. Prendre le temps de refaire le tri, de ranger, de redécorer. Voilà, donc moi, depuis, je me suis formée à l'holosynergie, l'harmonisation des lieux auprès de François Breton. Et donc, je mesure à quel point c'est vraiment très, très important de soigner l'aménagement. Donc maintenant, je le fais avec le Feng Shui, même si c'est une lecture intuitive basée sur le Feng Shui que je pratique. Et puis aussi, je fais un nettoyage énergétique du lieu et une harmonisation du lieu. Ce qui peut paraître un luxe, mais qui en fait me paraît juste une base précieuse à avoir pour lancer l'école. Donc ça, c'est aussi une des prestations que je propose. Vous pouvez regarder sur mon site, c'est Sûr de Vie, pour harmoniser votre école et vous aider dans l'aménagement. Voilà, ensuite on va prendre soin de la santé dans ce local, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi et qu'il n'y a pas de téléphone sans fil, qui sont les deux sources réelles de réelle nuisance, le pire pour la santé, le Wi-Fi et le téléphone sans fil. On les remplace par des fils Ethernet et par un téléphone avec fil. Ou bien les sans fil, mais on prend la technologie Full Echo et on l'active. Notamment, il y a les Swiss Voice qui l'ont. Les portables sont éteints dans l'école. Alors, tant au niveau santé que au niveau présence, on va dire. Donc là, c'est intéressant qu'il y ait un téléphone fixe qui puisse sonner pour être appelé en cas d'urgence. Ou alors, si c'est un téléphone portable, il n'est pas à côté de la tête des enfants, quoi. Si on rénove, on choisit des matériaux écologiques, tant pour leur performance. Ah, pas mal. Alors, je suis obligée de mettre pause parce qu'il y a ce téléphone qui sonne et je n'avais pas prévu ça. Hop. Je reprends. Donc, je disais, oui, bien sûr, si on rénove, on va faire attention aux émissions de COV, composés organiques volatiles, parce que c'est important quand même de pas, que les enfants ne viennent pas respirer des choses qui ne soient pas bonnes pour leur foie, notamment pour leur thyroïde aussi. Et on va bien ventiler. Faire attention que la ventilation soit correctement dimensionnée et bien penser à ventiler chaque demi-journée. Ça peut paraître anodin, mais non, c'est vraiment précieux ça aussi. Et puis, le matériel disponible, il est tant que possible dans des matières naturelles. Donc, tissu, bois, coton, lin, chanvre, laine. Voilà, on fait attention à ce que ce soit le plus agréable, le plus harmonieux et le plus sain possible pour la santé. Cadrer le ménage, oui, cadrer le ménage. Alors, comment faire pour que ça se passe bien sur le ménage? L'idéal, c'est d'avoir une ligne au budget pour ça et il y a quelqu'un qui vient le faire. Il y a des associations qui font travailler des personnes qui sont en réinsertion ou porteuses de handicap qui vont venir faire le ménage. Donc, ça peut être travailler avec une association comme ça. Voilà, ça simplifie.
Et si on n'a pas de ligne au budget pour ça, eh bien, il va falloir s'entendre entre les professionnels et les parents qui fait quoi et comment. Il faut que ce soit très clair sur qu'est-ce qui est fait, à quel moment, par qui, avec quelle éponge et quel chiffon. Je vous assure, nous, à la fin, ça a dégénéré à cause du ménage. Voilà. Autre chose aussi, j'ai un petit peu abordé sur la vidéo argent, c'est tout ce qui est matériel endommagé. Qu'est-ce qui se passe en cas de détérioration, hein? Donc, il y a différents cas. Hein. Est-ce que c'est une détérioration délibérée ou non? Est-ce que c'est un cas rare ou un cas fréquent? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait seul ou à plusieurs? Moi, j'invite à être assez ferme en fait au début. Vraiment. Voilà. Et qu'on puisse peut-être avoir une caution et prévenir que l'argent peut être gardé s'il y a du matériel qui est abîmé. En tout cas, c'est intéressant de le penser avant et qu'il y ait quelque chose de dit aux parents avant dans ce sens-là et aux enfants. Il ne faudra pas, évidemment, hein, c'est comme tout, on ne va pas faire une pression hein, par contre là-dessus. Ensuite, est-ce que le matériel il peut être emprunté ou non? Et s'il peut être emprunté, il faut bien voir dans quelles conditions il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable des emprunts, hein, pour vérifier que les choses elles sont bien rendues et rendues en bon état. Et être très clair aussi que si elles ne sont pas rendues en bon état, elles doivent être remboursées, pas rendues du tout. Nous, malheureusement, on a perdu pas mal de livres, on a des choses qui sont revenues incomplètes. Donc peut-être que juste aussi au moment du lancement de l'école, on ne peut pas emprunter. C'est peut-être plus simple, hein, en dehors des livres pour les parents. Voilà, je ne sais pas. À voir, mais bon, ça peut être un point, en tout cas, c'est un point qui va demander de l'énergie et du temps dans la gestion. Parce que si ce n'est pas fait, on peut vite se retrouver avec du matériel qui ne revient pas en bon état et c'est quand même dommage. Voilà, je vous ai dit plein de choses sur ce local. Gardez la foi quand même que ce super local, il existe, que peut-être on ne commencera pas avec le super local, on le trouvera par la suite. Une idée aussi qui m'est venue, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans les proches, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à acheter une maison et à la rénover pour qu'elle soit bien, et puis à faire payer un loyer qui soit peu élevé en fait, hein, peu élevé les premières années, limite à prix coûtant, juste ce que ça coûte en taxes. Ça serait vraiment super parce que le budget loyer, il peut vite s'avérer important. Ou est-ce qu'il existe des gîtes, quelqu'un qui serait prêt à louer de septembre à juin? Ça, c'est une possibilité aussi. Mais voilà, il faut tout imaginer, il ne faut pas se fermer de porte. Il faut bien sûr aussi, ce qui est important, ça va être de le visualiser, hein, ce lieu. Se visualiser. Donc, pour bien visualiser, on se met en méditation et puis on peut se mettre un fond sonore, par exemple. Et puis, on va imaginer très clairement comment il est cet espace, quand on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit, quelle odeur il y a. Voilà, quand on est en train de visualiser pour créer, en fait, hein, pour une technique de visualisation créatrice, il est important de mettre avec ce qu'on ressent. Hein. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Quelle est l'odeur? Est-ce qu'il y a de la lumière? Voilà, faire marcher, qu'est-ce que j'entends? Voilà, faire vraiment marcher ses sens pour se visualiser dans cet endroit. Voilà. Ah oui, aussi important, ne pas avoir d'a priori sur l'étiquette politique d'un maire. Hein, quand je dis c'est quand même chouette d'avoir une mairie accueillante. Avant, moi, j'avais des a priori là-dessus. J'imaginais qu'un maire de gauche était plus sympa qu'un maire de droite. Bon, voilà, c'était lié à mon éducation, mon parcours. Je trouve que c'est un maire de droite à créer qui nous a facilité les choses et c'est un maire de gauche, la commune d'à côté, qui nous a empêchés de continuer la troisième année. Voilà. Le maire qui nous a empêchés, avant, il était prof d'IUFM. Il n'y avait pas du tout d'ouverture. Et il peut aussi y avoir des profs d'IUFM qui avaient une grande ouverture. Donc, zéro a priori sur un maire. En fait, tant qu'on n'a pas parlé avec lui, on ne sait pas. Et aller parler avec lui dès que possible. Sans lui mentir, ça ne veut pas dire en lui déballant tout, hein, mais sans cacher rien d'important. Hein, si vous voulez ouvrir en yourte, lui dire dès le départ. Vérifier que c'est possible. Hein, ça ne sert à rien de perdre 6 mois à espérer l'ouverture en yourte sur un terrain d'une commune où ça ne va pas être possible. Voilà, discuter en justesse, toujours. Hein. Et encore, voilà, je vais finir là-dessus comme sur la vidéo argent. Plus le projet est juste, plus on est aligné avec ce qu'on propose, plus
l'univers va nous répondre positivement. Plus on a des chances de trouver ce local qui va convenir. Hein. Donc, voilà, travailler la justesse. Est-ce que c'est juste ce que je propose? Est-ce que je me respecte totalement? Est-ce que j'ai d'autres choses importantes à comprendre, à connaître avant d'ouvrir? Voilà. Et en même temps, garder la foi et la confiance que si c'est vraiment ça le projet, eh ben, il va naître.